Virginie. Bonjour. Est-ce que vous désirez recevoir les règlements français ou en anglais? En français, c'est bon. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Pour les 10 dernières secondes, je vais faire un décompte à l'aide de mes deux mains. Le nombre de secondes restantes, si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou encore la provenance de votre université. Je vais maintenant laisser les juges se présenter et vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Bonjour, moi c'est Julie Pellerin, conseillère en fiscalité chez Joron Veilleux. Bonjour, Aurélie Desfleurs, professeure ici à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Alexis Louvre, conseiller lors des CPA du Québec. Nicolas Morissette, conseiller en placement chez CIBC Woodgundy. Nathalie Hiver, professeure à l'Université Bishop. La retraite. On y travaille toute notre vie pour pouvoir atteindre la sécurité financière. C'est pour ça que vous avez fait appel à notre cabinet de groupe conseil MSV. Je vous présente d'abord mon équipe, Marie-Sophie Dionne, Virginie Potier et moi-même, Simon Lafortune. On va y aller avec la souris parce que ça marche pas. Donc, le mandat que vous avez donné, vous, chez Bossy Inc., c'était tout d'abord d'avoir un plan de relève concret concernant la retraite qui s'en venait dans les 3 prochaines années. Donc, le choix du candidat, les impacts que ça allait engendrer dans votre compagnie. Ensuite, il y a beaucoup d'investissements qui sont à votre portée, soit dans un équipement, dans une entreprise, et aussi dans l'acquisition d'un porte-parole. Finalement, donc, il y avait la question de Casey, comme je viens de le dire, et on va aussi vous faire d'autres recommandations concernant votre entreprise, question de l'améliorer. Si on commence par une petite analyse stratégique, question de vous situer dans le marché, on peut voir que vos forces, la qualité de vos matériaux pour vos vêtements est vraiment reconnue à travers le Canada. C'est une de vos grandes forces. Aussi, la qualité de vos employés. Oui, vous les rémunérez un peu plus cher que le marché, mais ça vous permet d'avoir des employés de qualité qui sont compétents et qui font un travail de qualité. Ensuite, pour ce qui est des points à améliorer, c'est sûr que la capacité de l'usine en ce moment est seulement utilisée à 55 %. Il y a un 45 % qui est inutilisé et qui pourrait augmenter votre chiffre d'affaires. Surtout qu'en ce moment, vous avez les employés pour la faire rouler à 100 %. Donc, il y a vraiment une perte qui se crée à ce niveau-là. Finalement, les coûts fixes de production sont très élevés par rapport aux dernières années. Ils ont augmenté de façon assez significative. Donc, ça va être important de jeter un coup d'œil à ce niveau-là. Les points à surveiller, au niveau de la concurrence internationale avec la Chine qui est vraiment un gros joueur dans le marché, qui fait diminuer les coûts de production ainsi que les prix de vente. Vous, vu que vous faites du haut de gamme, c'est sûr que ça vous pose problème un peu. Il va falloir surveiller ça et essayer, tout en restant dans le haut de gamme, vu que c'est votre créneau, de tenter de diminuer les coûts de production au maximum. Finalement, pour ce qui est des opportunités, c'est sûr que vous pouvez vendre, pour le moment, vous faites juste affaire avec des distributeurs. Vous pourriez vendre dans des magasins, vous pourriez investir dans les nouveaux équipements, comme on va vous en parler plus tard. Et finalement, la publicité, l'augmenter de façon assez significative pour hausser votre chiffre d'affaires. Maintenant, pour ce qui est du plan de relève, M. Bossy désire prendre sa retraite dans 3 ans. Donc, c'est avec cette optique-là qu'on a choisi, parmi les 3 candidats qui étaient proposés par la conseillère en ressources humaines. Et il y avait aussi une très, très grande volonté de garder les mêmes idéaux et la vision familiale qui avait été acquérie par les années passées, qui est une tradition qui se transmettait de père en fils dans l'entreprise. Donc, c'était vraiment important de mettre l'emphase là-dessus et de garder cet aspect-là pour M. Bossy. Et finalement aussi, le marché, c'est un marché mature qui est très compétitif. Ça va être important d'innover, d'apporter des nouvelles solutions, de nouvelles façons de faire. Et c'est pour ça que la personne que nous avons choisie, que nous conseillons, c'est M. Louis Bossy, le neveu du président actuel. Vous allez me dire, oui, avec les phrases que en fait, son père, par le passé, c'est peut-être mitigé un peu comme choix. Par contre, selon nous, on ne doit pas imputer les actes
de son père qui a été faite par les années passées à lui actuellement. Il s'est déjà excusé par rapport au vol qu'avait fait son père par le passé. Il veut tourner la page, il veut s'investir dans l'entreprise. Il a déjà fait un stage par le passé d'1 an à ce niveau-là. Oui, son expérience est limitée, mais il est en voie d'obtenir son titre de CPA. Il s'en va aussi, il est hautement qualifié, il y a des bourses de distinction. Donc, il est qualifié pour le poste. Et aussi, il y a déjà une bonne entente avec le contrôleur actuel par rapport au stage qu'il a fait par le passé. Donc, ça va aider à la transition dans l'entreprise. Et justement, vu qu'il est jeune, il sort de l'université, il est vraiment au bout du jour, si je peux me permettre, et il va apporter des nouvelles stratégies que Georges, par exemple, à 40 ans, pourrait ne pas connaître, pourrait ne pas apporter à l'entreprise, et ça va permettre justement à Bossy de pénétrer le marché un peu plus, d'augmenter son chiffre d'affaires, et aussi permettre une nouvelle vision, tout en gardant la vision actuelle, plus aller de l'avant et avec de nouveaux projets plus ambitieux. Et voilà. Donc, si on va aux impacts, je vais vous laisser avec Maxa. Merci. Bon, Monsieur Bossy, entrons dans le vif du sujet. Votre retraite. Il est très important de mentionner tous les aspects qui sont relatifs à votre retraite pour ne pas avoir de mauvaises surprises lorsque ce sera le temps de passer à l'action. Donc, vous avez une entreprise pour laquelle vous allez vendre soit les actifs, les actions. On va vous recommander les actions. Et puis, si vous n'avez jamais utilisé l'exonération pour gain en capital, qui est de 800 000 maintenant et qui augmente avec la valeur de l'inflation, vous pourrez l'utiliser si les actions respectent certains critères qu'on pourra élaborer avec vous là, lors d'une prochaine rencontre, lorsqu'on pourra rencontrer notre fiscaliste. Pour évaluer la valeur de l'entreprise, vous allez me demander combien est-ce que je vais avoir lorsque je vais vendre. Eh bien, on a procédé à 2 méthodes. On peut y aller avec la méthode d'évaluation des actifs nets ou encore la méthode du multiple du BAIIA. On a eu, en fait, l'offre d'achat qu'on va vous parler plus tard, c'est une compagnie, Casey, qui a une structure qui est sensiblement la même que nous parce qu'on est dans le même domaine d'exploitation, même si on a un chiffre d'affaires qui est plus élevé. On prenait déjà une méthode du BAIIA et puis c'est là-dessus qu'on s'est basé là, pour trouver la valeur de notre entreprise. On a évalué de 2,3 à 2,8 fois pour fixer un barème d'environ 1,7 à 2,1 millions de l'entreprise. Si on avait pris la valeur des actifs nets, on aurait une valeur d'à peu près 4 millions de dollars de l'entreprise. Donc, ça vient fixer une limite, la limite plafond, dans le fond, la valeur de notre entreprise. Puis pourquoi est-ce que ça joue à ce niveau-là? C'est parce que peut-être que l'entreprise a généré des actifs incorporels, une marque de commerce, un brevet. Il y a quelque chose qui n'est pas comptabilisé nécessairement dans les livres et donc qui ajoute de la valeur à l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé cette valeur-là, puisque le BAIIA cette année est de 764 000 fois 2,3 à 2,8 fois. Alors, vous aurez peut-être droit à l'exonération si vous êtes admissible aux critères. Également, ce qu'on va vous recommander, c'est d'attendre avant de prendre votre retraite. Vous avez parlé de 3 ans. Peut-être que vous pourriez envisager de 3 à 5 ans, parce que là, on va vous présenter des projets qui sont intéressants. Et puis, ça a un potentiel d'accroître la valeur de votre entreprise, notamment via la synergie avec l'acquisition de l'autre entreprise. Donc, peut-être que vous pourriez aller chercher un plus gros montant à ce niveau-là. Et puis, vous pourriez quand même délaisser un petit peu l'entreprise tout en formant votre nouvel acquéreur. Vous lui tendez la main puis vous l'amenez tranquillement dans l'entreprise pour soumettre puis transmettre votre vision puis votre culture. Et puis, voilà, d'ici 5 ans, vous allez peut-être pouvoir prendre votre retraite et sortir par la porte d'en avant. Donc, voilà, c'est ce qui va vous permettre de transmettre votre savoir aux successeurs. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres impacts fiscaux. On ne rentrera pas là-dedans en détail. Je vais vous mentionner l'impôt minimum de remplacement, un changement de contrôle. C'est sûr que vous allez acquérir une nouvelle société, donc vous allez acquérir les... non, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Vous allez vendre la société, donc il va y avoir... c'est ça, une vente. Puis le changement de contrôle, c'est lorsqu'on va acheter la prochaine entreprise. Ça, c'est dans un autre passage. Donc voilà, il va y avoir d'autres impacts fiscaux. Maintenant, les points à considérer pour ce qui est de votre analyse globale, on a quelques ratios à respecter. Si on va aller de l'avant avec le prêt de 2 millions au niveau de la banque. Pour ça, vous avez un ratio d'endettement inférieur à 0,6 à respecter, puis un ratio de liquidité à respecter qui est supérieur à 1,25.
Vous devez savoir que si ces ratios-là ne sont pas respectés, la banque pourrait exiger un remboursement, dans le fond, et puis vous devriez reclasser l'emprunt en passif court terme, ce qui aurait un gros impact, dans le fond, sur vos actifs court terme et passifs court terme, vos ratios. Donc ça, on appelle ça le waiver. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est vraiment de négocier et de faire signer une clause de non-rappel de la banque avant la fin d'achèvement des états financiers, vu qu'on est en NCSIF. Alors, vous nous avez également demandé de traiter de certains aspects comptables là, avant de poursuivre dans votre plan stratégique de retraite. Il y a une poursuite éventuelle. Elle serait comptabilisée si le montant était déterminable de façon fiable et il était raisonnablement sûr certain qu'on allait devoir générer des fonds. Par contre, ce n'est pas le cas ici. On ne sait même pas non plus de combien elle est la poursuite. Donc, il n'y aura pas d'impact aux états financiers. Par contre, on vous recommanderait de mettre cette note aux états financiers pour les utilisateurs qui sont la banque, qui ont besoin de regarder vos états financiers. Ensuite, la comptabilisation de la machine si réparation. Nous, on va y aller de l'avant avec un projet d'investissement. Par contre, si vous n'acceptez pas notre recommandation et que finalement vous décidez de réparer la machine, vous vous demandiez comment comptabiliser la nouvelle machine qui, selon le contrat, vous demandez de comptabiliser un tiers, un tiers, un tiers. Donc, à la signature, à la confection, puis à l'utilisation. Donc, nous, ce qu'on vous recommande, c'est il va falloir qu'on analyse le contrat parce que lorsqu'on veut comptabiliser un actif, il faut qu'on réponde aux critères suivants qui sont de bénéficier des avantages de l'actif, donc de jouir vraiment de ce que le bien peut nous apporter et puis d'avoir le contrôle sur ce bien-là. Donc ici, nous pensons à première vue que c'est un actif qui va répondre à un frais payé d'avance on va capitaliser à l'actif et puis quand le bien sera prêt à être utilisé, bien là on va pouvoir le reclasser en immobilisation à la hauteur de 350 000. L'impact aux états financiers de ça, c'est sûr qu'il va y avoir une diminution du ratio d'endettement puis une augmentation du ratio de liquidité parce que ça impacte directement sur l'actif court terme et l'actif long terme. Pour les montants, ici, on n'avait pas encore le détail du montant requis, donc on pourra y revenir là, sur l'impact réel de façon chiffrée. Donc, je vais enchaîner immédiatement avec, vous nous avez parlé que vous seriez intéressé à engager un porte-parole pour votre publicité. Le porte-parole choisi, soit M. Francis Cartier, est un joueur de hockey de la Ligue nationale qui joue pour l'équipe locale actuellement au Québec. On s'entend, vous avez 70% de vos ventes qui sont nationales. Donc, reste à voir, est-ce que ce joueur de hockey-là qui est québécois, qui joue pour une équipe québécoise, pourrait avoir un impact aussi à l'ampleur de la nation, en fait, puis pour le 30% des ventes qui sont ailleurs qu'au Canada, est-ce que ça pourrait vraiment avoir un impact? Ici, ça reste à voir. Ensuite, par contre, les avantages de faire affaire avec M. Cartier, c'est qu'il est populaire autant auprès des femmes que des hommes. Puis, on va vous en parler un peu plus tantôt, mais la possibilité d'acquérir l'entreprise qui fabrique des vêtements de femmes, ça pourrait... pour être porte-parole un peu pour les deux entreprises, si on veut, si on faisait affaire avec M. Cartier. Ensuite, il n'y a aucun mauvais historique, si on veut. Par contre, on fait face ici à un investissement limité, parce qu'on va vous le présenter plus tard. Nous, ce qu'on va vous recommander, c'est l'investissement dans la nouvelle machine à la hauteur de 4 millions $. Puis vous avez un léger problème au niveau du financement, aller chercher du financement. La banque est seulement prête à nous prêter pour 2 millions additionnels. Donc là, il nous manque un peu la publicité, le porte-parole nous coûte quand même environ 1 million $. Donc, où on va chercher ce financement-là versus l'impact qu'il a sur nos ventes, puisque ici, on vous présente dans le fond les deux... l'impact que cela aurait sur notre bénéfice. En fait, la firme nous présentait un impact en 2015 de 30 à 35% sur les ventes, puis en 2016 de 15%. Donc, en évaluant l'augmentation du bénéfice brut avec les chiffres donnés, on arrive à un impact positif d'environ 121 000 si l'augmentation des ventes est de 30% en 2015 et de 271 000 si l'augmentation est de 35%. Par contre, ce sont des estimations. Ça ne veut pas dire que les estimations seront exactes. Donc, on est allé, si
petit peu moins positif, si on veut. Si l'augmentation des ventes n'est seulement que de 25 en 2015 et elle est de 15 en 2016, on arrive à un impact négatif de 19 000 $. Donc là, c'est à vous de voir est-ce que oui ou non, on est prêt à prendre le risque que l'impact global ne soit pas positif. Puis ces chiffres sont avant impôt aussi. Mais nous, on ne vous recommanderait pas d'aller vers le porte-parole, M. Cartier, puisque nous ne sommes pas sûrs à 100% qu'il va vraiment avoir un impact positif. Puis la sensibilité est trop présente, est trop importante. Puis on a une limite importante au niveau du financement. Ensuite, vous nous aviez demandé d'évaluer l'investissement. On avait deux options. L'option numéro 1 qui était de réparer la machine actuelle qui fait défaut pour un investissement initial de 350 000 $. Par contre, la durée de vie de la machine serait seulement augmentée de 10 ans. Puis, on aurait un taux d'amortissement de 20 %. Nous avons pris comme hypothèse les données actuelles qui étaient fournies dans les chiffres, soit votre taux d'actualisation de 9 % que vous demandez pour les projets, pour l'évaluation des projets. Puis, on aurait une baisse des coûts de production de 185 000 et un amortissement de 35 000. En fait, votre contrôleur nous avait parlé qu'ils étaient plus ou moins à l'aise avec l'évaluation des flux de trésorerie. Donc, on a vérifié comment il avait évalué les deux options. Puis, en fait, on s'est rendu compte qu'il avait pris en considération l'amortissement. Par contre, l'amortissement, ce n'est pas un flux de trésorerie, donc il ne faut pas le prendre en considération dans l'évaluation de la valeur actualisée nette. En fait, les informations qu'on va prendre en considération, c'est vraiment la diminution des coûts de production de 185 000 $. Donc ici, avec un taux d'actualisation de 9 %, si on répare la machine actuelle, dans les 5 années qui viennent, on va avoir une augmentation, une vanne en fait, une valeur actualisée nette des flux de 226 000 et un indice de rentabilité, soit pour chaque dollar investi dans le projet, combien ce dollar-là vaut, de 1,65 $. Le délai de récupération pour l'option numéro 1, peu importe la sensibilité qu'on va y donner, vous allez voir plus tard, le délai de récupération est de 2,26 ans, ce qui est quand même très bon. On a évalué aussi le projet sur 10 ans, soit la valeur de vie entière de la machine, parce que 5 ans, la valeur actualisée nette comme méthode d'évaluation d'un projet, c'est limite, si on veut. En bas de 5 ans, c'est difficile, c'est moins pertinent un peu, si on veut, d'utiliser la valeur actualisée nette. On va plus se fier au délai de récupération. Donc, nous, on est allé sur 10 ans. 10 ans, qu'est-ce que vaut la valeur actualisée nette? On arrivait à près de 600 000 $ avec un indice de rentabilité de 2,71 $, ce qui est encore une fois excellent. L'option 2 maintenant. Si on analyse cette option-là, on se rend compte qu'on a besoin d'un investissement initial de 4 millions, mais aussi de 300 000 $, soit le coût de licenciement, d'indemnité pour les employés qu'on licencie. C'est important aussi de prendre en considération que ça va avoir un impact parce que nos employés nous menacent de se syndiquer. Donc, si on est obligé d'en licencier à cause qu'on on s'automatise, si on veut, mais ça va avoir un impact, puis peut-être qu'ils vont décider de se syndiquer pour cette raison-là. Puis ça va avoir des impacts importants pour notre entreprise. Donc, même chose, c'était l'amortissement qui n'était pas évalué. Donc, on arrive avec une valeur actualisée nette après 5 ans de 60 000 en ajustant avec l'amortissement, mais après 10 ans de 3,5 millions avec un indice de rentabilité de 1,81. Le délai de récupération est aussi très bon, soit moins de 4 ans. Ensuite, on est allé avec une modification du taux d'actualisation, parce que 9 % c'est quand même un taux d'actualisation qui peut être important. Si on actualise avec seulement 7 % pour voir la sensibilité que ça peut avoir, on se rend compte que la vanne de l'option 1 versus la vanne de l'option 2, bien, la vanne de l'option 2 devient encore plus intéressante parce qu'on augmente encore plus nos flux de trésorerie. Donc, c'est pour cette raison que nous, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment d'y aller avec l'option 2, soit un investissement de 4 millions, parce que ça augmente davantage vos flux. De plus, ça vous permet de donner automatisé, de diminuer vos prix de vente, puis d'être plus compétitif avec vos compétiteurs qui, eux, de plus en plus deviennent plus automatisés. Maintenant, deuxième projet. Nous avons l'acquisition de la petite entreprise Cassie. Alors, il y a plein d'avantages et quelques inconvénients. Commençons par les inconvénients. Le financement doit respecter les ratios qui sont exigés, donc le financement qui va se faire par 2 millions de dettes. Et pour le reste
vu que c'est un investissement de 4,3 millions, on va devoir demander du capital de risque. Parce que, voilà, pour compléter là, tout le financement qu'on a besoin, on va y aller par capital de risque et par émission d'actions. Donc, la nouvelle recrue, ce qu'on va lui demander, c'est un investissement par rapport à ses actions, ce qui va nous permettre de financer tous les projets. Vous allez voir un récapitulatif à la fin. Avantage, on va pouvoir utiliser les boutiques qui sont à Sherbrooke, Montréal, Québec. On va avoir une synergie. On va pouvoir développer notre marché au niveau des femmes, le marché où est-ce qu'on n'est pas ancré en ce moment. Et puis, on va pouvoir réévaluer les immobilisations à la juste valeur marchande parce que c'est une comptabilité de nouveau départ. On fait un changement de contrôle, on acquiert une nouvelle entreprise, donc on va additionner les actifs, passifs, capitaux propres à notre bilan, ce qui fait qu'on va pouvoir remettre tout ça à la juste valeur marchande puis repartir à nouveau. Donc tout ça, on continue. On a utilisé des hypothèses pour calculer les flux, mais a priori, les ratios sont toujours respectés avec un financement par dette, capital de risque et émission d'actions. Puis nos ratios sont bel et bien inférieurs à 0,6 pour le ratio d'endettement et 1,25 pour le ratio de liquidité. Alors voilà, pour ce qui est de l'acquisition, là, on voit que les flux sont vraiment positifs. De l'année 1 à 5, on a fait une analyse sur 5 ans. Les flux nets d'impôts, on a de 564 000 la première année jusqu'à l'année 5, 456 000 Ce qu'on va faire, c'est un capital de risque à remboursement lorsqu'on sera prêt d'ici 5 ans pour nous permettre là, vraiment d'accumuler des flux pour pouvoir rembourser le tout à la fin. Donc, on vous a fait un petit plan de match, si on veut, qu'on va pouvoir vous présenter éventuellement dans une prochaine rencontre. Si jamais vous avez des questions, on est prêt à y répondre. Bon, pour Cassie, est-ce qu'on achète les actifs ou les actions? Vous avez recommandé? On achète les actions. On achète les actions. Pour Cassie. Oui. Oui, exact. En fait, on achète les actions. C'est sûr qu'un particulier qui veut bénéficier de son exonération va avoir tendance à vendre les actions, va vouloir vendre les actions. Donc, si nous, on achète les actifs, on paierait moins cher. Mais nous, ce qu'on voudrait acheter, c'est les actions. On va ramasser tout ce qui est actifs, passifs, capitaux propres. Et puis, ce qui est intéressant, ce qu'on doit penser quand on achète les actions, c'est bel et bien de faire une vérification diligente pour ne pas être pris avec des poursuites et tout ce qui est lié à ça. Donc, voilà, on va acheter les actions. Ça nous permettrait aussi, si je peux me permettre, de pouvoir utiliser toutes les trucs, les propriétés fiscales de l'entreprise, donc les rapports de perte, ceux qui n'ont pas été utilisés encore par Cassie. Donc, ça aussi, ça va nous permettre de diminuer notre bénéfice à ce niveau. Et quels seraient les impacts sur les états financiers de Bossy? C'était une des questions qu'on avait. Mais en fait, là, la manière que les NCECF, vous avez le choix là, de procéder par la consolidation. Vous allez additionner les actifs, passifs, capitaux propres. S'il y a des comptes intersociétés, là, des avances, quoi que ce soit, on annule tout ça. Par contre, là, c'est vraiment le changement de contrôle. Cassie n'existera plus du tout. En fait, ça va être une propriété complète de Bossy. Ça va être directement une fusion. Là, si on veut, c'est dans la même juridiction. Donc, on va prendre tout ce qui est passif et actif, là, puis on va mettre ça dans nos états financiers. Et 985 000 c'est un bon prix ou pas? C'est lorsqu'on évalue le BAIA fois 2,42, qui est un multiple qui a été validé par les évaluateurs agréés, ça ressemble un petit peu au prix qui est... En fait, ça donne 990 000, mais il y a 125 000 de marque de commerce qui n'est pas comptabilisé dans ce prix-là. Donc peut-être que on va... En fait, ça lui donne un petit peu un levier parce que les gars sont prêts à vendre pour 985 000, alors que l'évaluation est à 990 000 et ça ne tient pas compte de l'immobilisation qui est non comptabilisée. Donc, on pourrait peut-être négocier, mais a priori, je pense que c'est quand même un bon prix, puis la marge de manœuvre, elle ne sera pas si énorme que ça, je pense. Et vous nous proposez de la financer par dette, de financer cet achat par dette. Sachant qu'on a un ratio d'endettement à respecter, est-ce que vous auriez d'autres solutions à nous proposer? Vous pouvez faire une émission d'action, que ce soit privilégiée ou ordinaire. On n'avait pas le détail du plan d'actionnariat en ce moment, à savoir à quel niveau M. Bossier était propriétaire de l'entreprise, s'il était à 100% ou s'il y avait plusieurs actionnaires. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il faudrait qu'il garde le contrôle plus de 50% de l'entreprise. Il y aurait moyen de diluer un peu le contrôle, mais ça reste une entreprise familiale. Donc, c'est sûr qu'on essaierait le moins possible de diluer le contrôle et vraiment de garder le maximum possible à M. Bossy et sa famille. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, là,
On a calculé par hypothèse là, que si on se finançait tout simplement par dette, eh bien c'est sûr qu'on respectait les critères, les ratios. Donc par dette, j'entends capital de risque. Ce qui est important, ce qui est intéressant avec le capital de risque, c'est qu'on pourrait mentionner qu'on ne voudrait pas rembourser pendant une certaine période, puisque nos projets sont rentables. Et puis ça nous donnerait un peu plus de flux de trésorerie pour pouvoir rembourser un peu plus tard. Mais en échange, on aurait des intérêts, puis des intérêts un peu plus élevés que le taux de la dette. Ce qui est intéressant de se financer par crédit, c'est qu'on profite de l'effet de levier. Donc, on n'aura pas besoin de diviser les gains avec des nouveaux actionnaires. Et puis, c'est sûr que, bon, plus l'entreprise va s'endetter, plus on devient risqué. Donc, le rendement sur le capital investi va augmenter. Mais le capital de risque, c'est pas plutôt, habituellement, c'est considéré plutôt comme du capital action. Oui, OK, mais en fait, nous, ce qu'on allait dire par capital de risque... C'est pas seulement, habituellement, c'est plus coûteux aussi. Est-ce que ça serait pas plus diligent de plutôt demander à avoir une balance de vente au niveau de l'achat de Cassie? Un échange d'actions. Avec Cassie? Oui, au niveau de l'acquisition de Cassie, ce serait plus diligent de peut-être avoir simplement une balance de vente négociée avec le vendeur. D'autant plus qu'il y a un 400 000 dû à l'actionnaire dans cette entreprise-là. Donc, c'est sûr que si le vendeur est d'accord, ça pourrait être une option qui est très intéressante également. D'autres questions? Juste pour le CMPC, vous avez utilisé 7%, juste à savoir comment vous l'avez trouvé, votre 7%. Pourquoi vous trouvez que c'est pas assez bien le 9% puis qu'il faut le diminuer? Ben, en fait, le 9%, c'est le taux qui était utilisé par l'entreprise pour évaluer ses projets, mais en fait, le CMPC, théoriquement, on est supposé prendre en considération la dette, le taux de la dette avec le pourcentage de financement dette. C'est combien le taux de la dette aussi? Pourquoi avoir utilisé un taux plus faible et pas un taux plus élevé? Le taux de la dette, considérer c'est plus de 6%. risque. Tout de la dette est 6%. 6%, vous l'avez rapproché du taux de... Période de questions terminée. Très bien. Merci beaucoup. Merci.